C'est juste un petit bilan tennis de la saison que j'avais envie de faire avec vous, parce que voilà, c'est le dernier gros rendez-vous, en tout cas sur l'ATP, sur le, comment dire, sur le circuit ATP, etc. C'est le dernier gros rendez-vous. Je sais qu'il y a encore la Coupe Davis. Là, actuellement, chez les femmes, il y a la Billie Jean King Cup, qui se déroule très très mal d'ailleurs pour les Françaises, qui ont été reléguées hier après la défaite contre la Colombie. Donc bref, c'est assez catastrophique, mais et on en reviendra juste après. Mais d'abord, un petit bilan. J'avais envie de voir un petit bilan avec vous sur cette saison ATP qui a vu déjà Yannick Sinner donc terminer premier au classement mondial. Je crois que c'est que le 18e, si je ne me trompe pas, Greg. Je sais pas si tu as l'info exacte, mais je crois que c'est que le 18e joueur. Enfin, c'est le 18e joueur à être premier, à terminer une saison première. Alors, peut-être je me trompe, mais il me semble que c'était ça, la stat. Mais bon, bref. Le 18e quoi ? Comment ? Que le 18e à finir premier, c'est-à-dire ? Et en gros, le 18e joueur à finir une saison première, au classement, au premier nom du classement. Alors peut-être c'était depuis une certaine année, mais alors, attends, j'ai plus la stat. Oui, depuis l'Air Open alors, parce que 18... Voilà. Ok, d'accord. Je savais pas la stat. Ouais, non, mais il a fait, comme je l'ai dit, il a fait une saison de fou. Hein. Voilà. Il a fait une saison de fou. Il a fait une saison incroyable. Et du coup, par exemple, en gros, là, ma question, c'était si vous deviez me donner le nom du joueur de l'année en tennis. Souvent, c'est le premier mondial, mais parfois, vous pouvez penser à d'autres noms ou voilà, si vous avez un autre nom en tête, on va après juste, je vais te demander la révélation, etc. Mais si tu devais me citer du coup, le joueur qui sera un peu comme au Ballon d'Or au foot, hein, entre guillemets, le joueur de la saison en tennis, Greg, tu prendrais qui ? Forcément, on peut citer Sinner maintenant, surtout pour la place de numéro 1. Maintenant, je trouve que Taylor Fritz a vraiment fait une deuxième partie de saison de marteau, tout simplement. À l'US Open, à Wimbledon, donc il bat, comment il s'appelle, Zverev. À l'US Open, il fait une finale. Alors, il perd en finale, ok, mais bon, il a été incroyable. Là, il fait finale. Non, je trouve que Fritz a été vraiment bon sur cette saison. Il a, je pense, atteint toutes nos espérances. Moi, je voyais vraiment un plafond de verre pour lui. Un plafond de verre que Rublev, par exemple, je pense que ne franchira jamais. Il y a qui d'autre ? J'ai le classement sous les yeux, là. Que Casper Ruud, je sais pas, je pense qu'il était peut-être un peu en sur-régime. Voilà, et puis après, on va quand même féliciter nos Français parce que. Mais attends, on le fera après. Greg. Okay, et un bilan des Français, Et voilà, donc ouais, non, je trouve que Fritz a été bon. Alcaraz un peu en dents de scie, quand même, un peu décevant. Ok. Mais en tout cas, voilà, il y a, on va dire, et puis Zverev également, il ne faut pas non plus l'oublier. Il finit numéro 2 mondial quand même. Hein, donc, bon. Très bien. Pour donc pour faire un peu le profil, hein, Yannick Sinner, donc il a terminé la saison avec 70 victoires, 6 défaites. Il a d'ailleurs plus de victoires, donc plus de titres, 8 que de défaites, 6. Donc c'est assez impressionnant. 70 victoires, plus personne ne l'avait fait. Enfin, 70 victoires sur une saison, plus personne ne l'avait fait depuis Andy Murray en 2016 pour la petite stat. Donc c'est quand même assez monumental. Hein. Je ne sais pas si on se rend compte de l'exploit, mais c'est assez fou. Sincèrement, c'est le mot. Et le tennis italien va bien parce que côté femmes, il faut aussi féliciter Jasmine Paolini, qui, alors là, pareil, hein, un peu comme Fritz, personne ne l'attendait à ce niveau-là. Et elle finit l'année en étant 4e mondiale. Elle fait finale à Roland-Garros. Elle fait finale, je crois, à Wimbledon, je ne vais pas dire de bêtises. Donc non, elle a été exceptionnelle. Et puis aussi Arina Zabalenka, qui est passée devant Swiatek. T'adores, Greg, vraiment tout spoiler la suite de la course. On allait faire une partie féminine, mais t'écoutes. Mais je ne savais pas. Il n'y a pas de problème. C'était un tennis global. Voilà. Non, là, c'était vraiment c'était juste un petit bilan. Encore une fois, je voulais avoir votre numéro 1 de la saison. Encore une fois, ça peut être. Moi, je dirais Fritz. Voilà. Fritz, ok, bon, très bien. David, toi, tu resterais sur Sinner, tiré sur quelqu'un d'autre. Sinner, et du coup, d'ailleurs, donc je l'ai dit, il y a 8 titres. 17, juste pour continuer un peu, pas les briques les unes sur les autres. Donc, c'est excuse-moi, 17 victoires contre le top 10.
ça va, c'est solide. Par rapport à son jeu, donc 91,2% de mise en jeu remportée. Ça va. Il est sur son service, donc il a sauvé 73,6 balles de break qu'il avait concédé. Voilà. C'est la seule personne qui fait mieux, enfin aussi bien ou mieux, c'est Roger Federer en 2005. Donc bref. Ouais, c'est exactement. Il me fait penser à un Federer Il y a un style Federer qui se dégage, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est dominant dans le jeu et pas seulement dans les stats. Enfin, les stats que tu énonces reflètent en fait ce qu'on voit à l'œil nu dans son jeu, quoi. C'est-à-dire le côté dominateur dans tous les compartiments du jeu. Mhm. Qui me semble intéressant et qui me semble en faire le digne successeur de Djokovic. En tout cas, c'est lui qui t'a le plus impressionné cette saison, du coup. Ouais, même s'il n'avait pas gagné le Masters, j'aurais quand même dit Sinner. Donc, tu vois, je suis dans l'inverse de Greg là-dessus. Tout à fait. Nico, ton joueur pareil, ton joueur de la saison pour toi, c'est qui? Sinner en termes de résultats, mais moi je dirais, je veux retenir aussi la grosse fin de saison de Zverev, qui en fait a remporté le Masters de Paris-Bercy, pour la dernière édition à Bercy d'ailleurs, qui en fait qui avait perdu à la surprise générale en demi-finale contre Fritz, alors qu'on s'attendait, on l'avait dit la semaine dernière, on avait pronostiqué une finale Sinner-Zverev. Et je trouve que voilà, Zverev, il est bien revenu, je trouve. Il a fait de belles performances en Grand Chelem. Et je trouve qu'il est revenu à un bon niveau après une longue absence. Donc je pense que c'est prometteur pour la suite. Et je parierais, moi, sur peut-être encore une montée en puissance de Zverev pour. Je ne sais pas s'il concurrencera Sinner, mais en tout cas, ça dépendra aussi peut-être de la forme de Sinner. Est-ce que Sinner continuera à être au sommet comme on avait réussi à faire Federer, Djokovic et Nadal notamment? Et aussi, juste, est-ce qu'il continuera à jouer? Parce que ça, c'est une vraie question. Par rapport au dopage, son histoire de dopage n'est pas finie. Hein, et c'est une vraie question. Il pourrait être suspendu l'an prochain. En tout cas, en termes tennistiques, ça serait dommage, mais c'est sûr que s'il doit être suspendu, voilà, ce sera leur décision. Mais en tout cas, Zverev, moi je veux voir tennistiquement où Zverev peut aller, s'il peut comme ça progresser encore, et ça peut faire une belle saison 2025, un beau duel avec Sinner, ou même Alcaraz aussi, qui malgré tout a fait quand même une saison, il a gagné quand même Wimbledon et Roland-Garros consécutivement, ce qui est quand même assez rare. Et donc Alcaraz, c'est une belle, mais je pense qu'il a fini un peu émoussé, comme disait Greg, il était un peu malade, et puis là, la Coupe Davis aussi, avec la dernière de Nadal. Donc oui, je pense que c'est... moi, je retiens surtout Zverev. Ouais. On va voir comment ça évolue pour lui. D'ailleurs, Zverev, du coup, il a gagné. Ils sont nombreux à avoir gagné que deux titres cette saison. Zverev en fait partie, mais Zverev, c'est 2 Master 1000, c'est pas rien. Et Greg l'a dit avec Paris-Bercy, mais il a aussi pris Rome. Donc c'est quand même costaud. On n'a pas beaucoup parlé j'ai oublié de citer Djokovic, qui ne gagne rien en Grand Chelem ni en Master 1000 cette année, mais qui gagne le seul titre qui lui manquait dans sa carrière, c'est clair, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et ça, je trouve ça quand même assez extraordinaire qu'un tel joueur qui a gagné 24 Grands Chelems, qui a gagné autant de titres en Master 1000, ne gagne rien à ce niveau-là, mais gagne le seul titre majeur dans sa carrière qui lui manquait. Je trouve que symboliquement parlant, c'est fort, en rappelant qu'il a 37 ans et qu'il est forcément très proche de la fin. En tout cas, voilà, la boucle, c'est clair que la boucle est bouclée pour lui. En tout cas, il a fini le jeu, comme on dit souvent, et quel jeu, quoi, quelle carrière, c'est clair. Par rapport, juste, vous n'avez pas beaucoup parlé, par exemple, de joueurs comme Alcaraz, si, on l'a un peu cité, il prend quand même Indian Wells, Roland Garros, Wimbledon. Après, bon, il prend l'argent à Paris, ce qui est pas dégueulasse. Et là, plus récemment, du coup, il a gagné l'Open de Chine. Vous n'avez pas non plus parlé de Berrettini, qui fait une saison irrégulier, Berrettini. Après, Berrettini blessé pratiquement la majeure partie de la saison. C'est vrai, mais il est irrégulier quand il joue. Il est irrégulier. Mais il prend quand même 3 titres, donc voilà, mine de rien, il est là. Alors Berrettini, pour moi, c'est
c'est le genre de joueur. Greg parlait de plafond de verre avec Roublev ou avec peut-être Ruud. Même si Casper Ruud, je trouve qu'il arrive quand même en Grand Chelem, notamment à Roland-Garros, qui semble être son tournoi de prédilection au niveau des Grands Chelems. Ok. C'est là où il arrive souvent à faire, je crois qu'il a fait 2 finales, il me semble, et puis des demi-finales. Et je trouve que Berrettini, normalement, aurait peut-être plus de talent, mais voilà, il n'arrive jamais à faire de grosses performances en Grand Chelem. Soit par des blessures ou parce que dans la tête ça va moins bien et qu'il est complètement irrégulier, notamment en Grand Chelem. Mais moi j'attends de le voir un peu plus haut en Grand Chelem. Ok, très bien. Maintenant, par rapport juste à, encore une fois, on est au moment des bilans. Greg là, on va commencer à le faire, donc on va le faire avec lui. C'est le bilan des Français, puisque voilà, il n'y a pas de Grand Chelem, il n'y a pas de Masters 1000. Il y a quand même 6 titres, si je me trompe pas. Donc il y a 4 ATP 500 et 2 250. Donc Humbert, Mpeti, Fils et puis c'est tout, je crois. Bonzi en prend un aussi, mais c'est quoi? C'est un. Bonzi, ouais, il prend le dernier tournoi de la saison à Metz. Voilà, c'est ça. Voilà. Et Bonzi qui en prend un aussi, exactement. Bonzi, ouais. Tout à fait. Donc voilà. T'en tires quel bilan, toi, Greg, du coup, des Français? Mais est-ce qu'il est positif malgré cette absence de Masters 1000, voilà? Bah oui, il est très positif. Donc il y a 12 Français dans le top 100. Donc c'est quand même très positif. 2 dans le top 20. Comment? 2 dans le top 20. Ouais, en plus. Et puis des jeunes. C'est pas. Voilà. Donc Giovanni Mpetshi Perricard, Hugo Humbert et Arthur Fils, qui sont, on va dire, qui vont devenir les locomotives de ce tennis-là. On a Lucas Pouille qui a fait son retour dans le top 100. Alors après, il a eu beaucoup de blessures, il a eu des problèmes, mais il est toujours là et ça, c'est bien aussi. Gaël Monfils qui est toujours vers le 50e place. Manarino toujours. Donc c'est bien parce qu'il y a une relève qui arrive, mais il y a encore les anciens qui sont là pour aider un petit peu. Donc non, moi je trouve que c'est positif. Alors certes, voilà, il n'y a pas de top 10, voilà, mais bon, Arthur Fils, pourquoi pas, pourquoi pas prétendre à ça dans quelques temps. Il y a une concurrence de fou, hein, voilà, c'est quand même compliqué. Et on voit qu'avec les meilleurs, il y a quand même un gap parce qu'on voit la finale, même s'il était fatigué, mais la finale d'Hugo Humbert contre Zverev, on voit qu'Hugo a fait son match exceptionnel contre Alcaraz où il le bat. Donc là, il a fait sa performance. Et on voit que derrière, c'est un peu compliqué parce que les meilleurs mondiaux, il y a quand même un gap avec eux. Mais non, je trouve que c'est très positif. Ok. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de Français dans le top 100. Et puis, comme tu l'as dit, il y a des belles promesses, quoi. Okay. Ouais, les Arthur Fils, les Arthur Cazot, Arthur Rinderknecht, c'est la colonie des Arthur. Voilà, donc, et puis Giovanni, bien sûr, qu'on a découvert et qui, lui, par contre, il a un jeu pour, pourquoi pas, vraiment faire de gros dégâts dès déjà l'Open d'Australie, je pense. Voilà, pour nettoyer, on va dire, les tableaux. Donc ça va être intéressant de suivre ces Français en 2025. Ok, très bien. David, Nico, est-ce que, pareil, vous tirez un même comment dire, bilan positif de cette saison française? Moi, je pense que Arthur Fils, il peut monter très haut. Ouais. J'y crois. Je crois plus à Arthur Fils qu'à Humbert pour la saison prochaine et pour les prochaines saisons. Mais bon, ça repose sur rien. C'est visuel, quoi. Bien sûr. C'est subjectif. Mais Arthur Fils, ouais, il a vraiment il a une progression. Humbert a une progression, mais je trouve qu'il stagne un peu entre. Attention, hein, c'est déjà exceptionnel, hein, mais il stagne un peu entre la 18, 13, 14 place. Je sais pas s'il arrivera à aller plus loin. Pour moi, ce sera un peu compliqué quand même. Physiquement, je trouve qu'il a quand même des difficultés. Mais Arthur Fils, je suis d'accord, avec vraiment une progression comme ça. Et il a tout, quoi. La puissance, l'intelligence, il a encore forcément, il a encore des progrès à faire, mais il a seulement 20 ou 21 ans. Donc forcément, ouais, c'est un joueur vraiment qui peut aller loin. Ok, très bien. Moi, je dirais, oui, moi je suis d'accord avec Greg et David sur le fait de dire que Arthur Fils est peut-être le meilleur prospect pour l'avenir, pour le tennis français. Il est déjà 20e mondial, il termine la saison 20e. À son âge, c'est déjà exceptionnel. Et je pense qu'il a une grosse marge de progression maintenant.
moi, sur la saison, ce que je retiens le plus, c'est la progression de Mpetshi Pericard, qui est passé, qui est 31e en cette fin d'année 2024, qui a gagné 175 places quand même à l'ATP en un an, ce qui est quand même assez exceptionnel. Qui a un gros service, donc ça va être un gros avantage pour lui, hein, pour la suite. Donc maintenant, il va falloir gagner en régularité, évidemment. Donc ce qui va être intéressant, notamment pour ces deux joueurs, c'est voir comment ils vont performer à l'Open d'Australie. Parce qu'on ne va pas se mentir, pour vraiment progresser, il faut aussi des performances en Grand Chelem. C'est très bien de gagner des tournois ATP, c'est déjà, il faut passer par là. Mais le juge de paix, ce sont les tournois du Grand Chelem. S'ils arrivent à passer un cap, ne serait-ce que passer 3 tours, arriver peut-être au 3e tour, 8e de finale, avec un tirage favorable, ça c'est possible. Et il faudra continuer à progresser là-dessus, essayer de créer de faire de belles performances en Grand Chelem. Ok, très bien. Ah, vas-y, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Non, je sais pas, je croyais avoir entendu parler avec ça. Du coup, non, pour enchaîner sur la suite, juste pour parler rapidement du tennis féminin, tu avais commencé, Greg, tout à l'heure avec Sabalenka, Paolini. Est-ce que t'en as une autre qui te vient en tête comme ça? C'est vrai que Swiatek avait très très bien commencé la saison, et puis voilà, la fin de saison est un peu plus ronronnante. Est-ce que tu avais quelqu'un d'autre à citer? Bah, moi, j'avais une joueuse pas du tout connue, enfin, qui commence maintenant, mais je pense qu'on va la découvrir en 2025. C'est Diana Schneider, qui est une Russe, qui a eu, tout comme Giovanni Mpetshi, une progression comme ça, exceptionnelle. Aujourd'hui, elle est 13e mondiale. C'est une jeune Russe gauchère, voilà. Alors, elle ne donne pas dans la dentelle hein, quand elle joue, mais en tout cas, c'est assez impressionnant et je pense qu'elle, faudra la suivre, avec notamment Emma Navarro, une américaine aussi, une jeune américaine, qui elle est 8e mondiale. Voilà, donc je trouve que le tennis féminin, en tout cas, a de beaux restes devant lui, de beaux jours devant lui, pardon, et c'est intéressant. Voilà. Ok. Pareil, vous voulez citer quelqu'un d'autre, Greg, David? Est-ce qu'on passe à la suite? Je sais pas. Moi, je suis pas compétent. Ouais, Emma Navarro avait fait un gros US Open, hein. Elle avait fait, je crois qu'elle était allée jusqu'en finale, il me semble, ou demi-finale, je sais plus. Et elle avait vraiment fait un gros tournoi de l'US Open. Donc c'est une joueuse qui sera à suivre pour la saison prochaine, pour la confirmation, j'ai envie de dire. Et Jasmine Paolini, ce serait vraiment le plafond de verre, c'est la finale. Au niveau des finales de Grand Chelem, parce qu'elle enchaîne, il faut rappeler, finale de Roland-Garros et elle perd, finale de Wimbledon et elle perd aussi, et son challenge sera probablement d'essayer de décrocher un Grand Chelem pour l'année prochaine. Et puis aussi, ouais, dernière chose, il y a aussi Qinwen Zheng. Ah oui, La c'est ce que chinoise. j'ai cité. Ouais. Bah voilà, Ruben. Non, vas-y, dis, Et finis. voilà, donc elle aussi, une grosse progression, championne olympique en titre, c'est elle qui a gagné le titre à Paris. Elle fait finale, elle passe tout proche de gagner le Masters féminin. Elle perd contre Coco Gauff dans le dernier set, dans le 3e set. Donc elle aussi, voilà, une joueuse chinoise, enfin asiatique, dans le top 10. Et en tout cas, ouais, non, très bonne joueuse. Et elle aussi sera à surveiller parce qu'elle peut faire des dégâts. Tout à fait. On termine du coup juste Et on peut juste souligner Caroline Garcia qui est redevenue numéro 1 française. On espère quand même une résurrection de sa part parce qu'elle était 5e mondiale il y a 2 ans et elle a dégringolé et on espère vraiment pour elle qu'elle va pouvoir retrouver son niveau d'il y a 2 ans parce qu'elle était vraiment pas loin, elle était même favorite, je me rappelle, à l'Open d'Australie en 2023. Et elle avait chuté en 8e de finale alors que c'était peut-être sa meilleure chance de décrocher un grand chelem. Voilà. On va espérer que sur la durée, elle puisse retrouver son meilleur niveau. Ouais, bah oui, parce que moi c'est sur ça que j'allais embrayer. Moi aussi, bah, du coup, côté masculin, tu l'as dit, Greg, il y a jamais eu autant de Français dans le top 100. Côté féminin, c'est quand même un peu plus compliqué. Garcia, meilleure française, tu l'as dit. Nico, elle est 50e mondiale. Donc,
C'est vrai que ça fait, voilà, c'est pas la saison la plus, comment dire, joyeuse de ce côté-là, et elle se termine, ben là, par exemple, par la défaite en Billie Jean King Cup contre ben, par exemple la Colombie, et du coup, ben, cette rétrogradation, pardon, c'est assez, ouais, c'est très décevant. Je sais pas, Greg, si tu voulais rajouter quelque chose, mais c'est très, ouais, j'ai trouvé ça très décevant. Non, ouais, c'est catastrophique, hein, faut dire les mots, c'est catastrophique. Les garçons, il n'y a rien à dire. À part dire bravo, les filles, sincèrement, c'est catastrophique. Caroline Garcia, c'est pas possible d'être 50e mondiale. Varvara Gracheva, bon, bah, elle fait un bon Roland Garros, mais bon, c'est trop comme ça, les montagnes russes. Et la troisième, bah, c'est Clara Burel qui fait ce qu'elle peut. Il y a Diane Paris aussi dans les. Paris, ouais, j'allais dire. Ouais, il y a Diane Paris et Clara Burel, donc c'est des jeunes joueuses. Donc bon, parce que Garcia, elle a quel âge? Mais je crois qu'elle a la trentaine, hein, maintenant. Donc c'est pas la nouvelle génération du tout. Donc il y en a deux. Ouais, elle a 31 ans. Voilà. Et donc il y a ouais, les deux qui. Ah oui, C'est déjà. les seuls, on va dire, points positifs. Mais bon, c'est trop peu, quoi. C'est trop peu. Il y a vraiment un souci. Et à l'image de cette descente, hein, catastrophe contre la Colombie, où on a joué Osorio et je sais plus, et Arango. Alors moi, je connaissais Osorio parce que je crois qu'elle avait fait un bon tournoi à Lyon il y a quelques temps. Mais sinon, pour le reste, Arango, je connaissais pas. Et c'est très compliqué, quoi, franchement. Exact. Ok, bah écoutez, très bien, on a fait le tour. Aujourd'hui, donc on va conclure, on va terminer cette émission, mais pour aujourd'hui, du coup, j'avais prévu une chose un peu différente de d'habitude. D'habitude, on termine souvent l'émission par un petit quiz. Cette fois-ci, voilà, je me suis dit, c'était bien de changer, le changement, c'est pas mal parfois, donc j'avais envie de faire autre chose et de vous proposer quelque chose de très différent. Et en fait, aujourd'hui, on est sur un tu préfères. Donc, voilà, vous avez un petit peu. Alors, c'est pas vraiment un tu préfères niveau cœur, hein, parce que sinon, là, par exemple, dès que je vais vous citer un joueur français, souvent, vous allez peut-être aller vers lui ou un joueur d'un tel club, etc. C'est pas vraiment ça, c'est plus en essayant de faire une comparaison un petit peu sur ce qu'on connaît, ce qu'on a ressenti aussi du joueur. Hein. Ça peut être, c'est subjectif forcément, mais on va quand même essayer d'être assez objectif. Et entre un joueur ou un autre joueur, ben, lequel vous préférez, lequel vous prenez, et lequel vous trouvez meilleur, etc. Et donc là, j'ai fait 3 sélections donc de joueurs. Il y a du tennis,